Après des mois de tensions autour de la loi sur la conscription des étudiants des yeshivot, les partis orthodoxes semblent cette fois prêts à soutenir la dissolution de la Knesset. Oui, c'est la nouvelle crise politique en Israël, Ilana, avec le dirigeant du courant lituanien, le Rav Dov Lando, qui affirme désormais de ne plus avoir confiance dans le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Déclaration particulièrement forte après des décennies d'alliance entre le Likoud et les partis orthodoxes. Mais malgré cette crise politique, les analystes israéliens relativisent. Le budget a déjà été adopté et la coalition devrait quasiment terminer ses 4 années de mandat. Les élections pourraient donc simplement être avancées de quelques semaines. Et puis aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers les partis orthodoxes et surtout vers le Shas d'Aryeh Deri. Oui, tout à fait. Après l'appel du Rav Lando à soutenir la dissolution de la Knesset, les responsables politiques doivent poursuivre leurs consultations internes pour décider s'ils déposent officiellement une proposition de dissolution du gouvernement et du Parlement. Surtout, en parallèle, le bureau du Premier ministre tente encore de convaincre les partis orthodoxes de ne pas aller jusqu'à la rupture, notamment autour d'un éventuel compromis sur la loi de conscription des étudiants des yeshivot. Et puis l'enjeu principal reste cependant de savoir si le parti Shas rejoint ou non la menace de dissolution, car sans le soutien du parti d'Aryeh Deri, il sera beaucoup plus difficile pour l'opposition et les partis orthodoxes ashkénazes de faire tomber la coalition. Et pendant ce temps, la tension sécuritaire reste élevée dans le nord du pays. Avec 5 alertes en seulement 2 heures hier soir dans le nord d'Israël, Ilana. Selon Tzahal, plusieurs drones explosifs ont été lancés depuis le Liban vers les forces israéliennes, opérant au sud Liban, au sud du Litanie. Un drone a été intercepté, un autre a explosé en territoire israélien près de la frontière. Et puis un sous-officier a été légèrement blessé et un réserviste aussi légèrement blessé hier. Tzahal a dévoilé par ailleurs, Olivier, les détails d'une importante opération menée par la brigade Golani près du fleuve Litanie. Oui, le commandant de l'unité raconte une progression discrète de nuit dans la végétation libanaise avant un violent face-à-face avec des terroristes du Hezbollah retranchés dans des infrastructures souterraines. Selon lui, les combats ont duré près de 2 heures à très courte distance. Les soldats israéliens ont ensuite découvert d'importants stocks d'armes, des positions de combat, mais aussi des motos. Ces armes devaient être utilisées selon Tzahal pour une future infiltration vers les localités israéliennes. Et puis ce matin, il y a eu, on en reparle, il y a eu hier une importante opération des forces de sécurité israéliennes en Judée-Samarie. Avec Tzahal, le Shin Bet et la police israélienne qui ont démantelé un vaste réseau palestinien spécialisé dans la fabrication de faux documents israéliens. Selon les autorités, le gang produisait notamment des fausses cartes d'identité, des permis de circulation et différents documents officiels permettant à des Palestiniens d'entrer illégalement en Israël. Les responsables sécuritaires israéliens souligne que ce type de réseau représente une menace importante car ces faux papiers peuvent être utilisés aussi bien pour des activités criminelles que terroristes. Un incident diplomatique embarrassant pour Israël à l'aéroport Ben Gurion, Olivier. Oui, Ilana, avec, selon plusieurs médias israéliens, c'est Gilles Michaud, sous-secrétaire général de l'ONU, chargé de la sécurité, qui a été retenu environ 45 minutes par le Shin Bet lors de son arrivée en Israël. D'après les autorités israéliennes, il s'agirait d'une erreur d'identification liée à une précédente visite officielle du responsable onusien dans la bande de Gaza en 2025, visite pourtant coordonnée avec Israël. Le responsable de l'ONU a dénoncé un traitement inhabituel, affirmant ne jamais avoir vécu une telle situation dans d'autres pays. À la suite de cet incident, il a décidé d'annuler ses rendez-vous officiels en Israël. Et puis un nouvel épisode inquiétant de violence impliquant des adolescents en Israël. Avec un jeune de 16 ans qui a été grièvement poignardé hier soir à Tirat HaKarmel près de Haïfa. L'adolescent a été retrouvé conscient mais souffrant de graves blessures par cette arme blanche avant d'être transporté à l'hôpital Rambam. Et selon la police, l'affaire serait liée à un contexte criminel. Et puis quelques minutes plus tard, une autre bagarre éclatait cette fois à Haïfa. 4 personnes ont été blessées, dont un jeune homme de 25 ans dans un état modéré et un adolescent de 15 ans légèrement touché. On termine avec Noam Betan, le représentant israélien à l'Eurovision qui s'est qualifié hier pour la finale du grand concours. Oui, tout à fait, et Ilana, puisqu'Israël sera donc bien présent en finale de l'Eurovision samedi soir à Vienne. Le représentant israélien Noam Betan
a décroché son ticket pour la finale après une prestation très remarquée de sa chanson Michel. Sur scène, le chanteur israélien a dû faire face à des huées, des perturbations dans le public, avec notamment un spectateur qui a crié génocide avant d'être expulsé de la salle par la sécurité. Mais malgré cette atmosphère tendue, Noam a livré une performance saluée par sa précision vocale et son émotion. Après sa qualification, il a remercié tout le peuple d'Israël et les Juifs du monde entier. Et nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce mercredi 13 mai 2026 avec des températures qui baissent aujourd'hui. Mais dès demain, la chaleur fera son retour avec une hausse sensible des températures et un alourdissement des charges de chaleur vendredi. En revanche, changement de tendance, il fera plus frais que la normale pour la saison. Et les températures prévues aujourd'hui en Israël, il fera jusqu'à 24 degrés à Haïfa, 25 degrés à Tel Aviv, 27 degrés à Jérusalem et 31 à Beersheba et 37 degrés à Eilat. Et nous allons tout de suite parler de la nouvelle crise politique en Israël avec cette menace des partis orthodoxes de faire tomber l'actuelle coalition. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Peggy Sidor. Peggy, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Pour parler de cette situation. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialisé plus particulièrement dans toutes les questions qui concernent le monde orthodoxe. Alors, Peggy, d'abord, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, hier plus exactement, le Rav Lando a proféré ses menaces contre Binyamin Netanyahou en déclarant qu'il n'avait plus confiance du tout dans le Premier ministre? Et qu'est-ce qui a fait que ces menaces sont arrivées à ce moment même? Il y a deux possibilités. Franchement, là, je réfléchis avec vous, avec les auditeurs, parce qu'il n'y a pas nous n'avons pas une information précise et confirmée. De deux choses l'une, ou le Rav Lando ne comprend pas les jeux et les enjeux de la situation politique, ce qui est toujours une possibilité. Il faut quand même admettre que ce n'est pas évident que ces rabbins qui sont plongés dans l'étude, déconnectés du monde réel à l'extérieur, peuvent des fois ne pas vraiment comprendre les finesses de la situation politique. Ça, c'est toujours possible. Et une deuxième chose, c'est qu'il y aurait peut-être des informations, peut-être pas encore vraiment connues, qu'ils pourraient obtenir de meilleures conditions si les élections donnaient la victoire au parti de l'opposition actuelle. Je veux dire, les factions ultra-orthodoxes ne peuvent pas tenir la route sans une aide du gouvernement, sans faire partie du gouvernement. Traditionnellement, depuis 1977, les Haredim, les ultra-orthodoxes, sont dans un gouvernement de droite. Ça a été plusieurs, d'abord Menachem Begin, et toute la suite. Ça a été une coalition qui a très bien marché avec Netanyahou. Et puis là, c'est autour de cette loi, la loi de conscription, la loi de ne pas conscrire justement les jeunes ultra-orthodoxes, les choses se sont gâtées. Alors, il y a des hésitations. Je veux dire, la clé est entre les mains d'Aryeh Deri. Oui. Si Aryeh Deri a le courage, c'est pas clair, s'il a le courage de décider autrement de ce que le Rav Lando a décidé hier, ce serait d'abord une petite révolution. Je vous rappelle que Aryeh Deri représente le parti Shas, qui est un parti ultra-orthodoxe séfarade, affilié au parti ultra-orthodoxe ashkénaze, et qui n'a jamais été vraiment indépendant. Là, il se pourrait que, pour des raisons ou d'autres, Aryeh Deri décide de franchir ce Rubicon et de décider autrement. Parce que contrairement à certains rabbins vraiment versés dans l'étude de la Torah, mais complètement déconnectés de la réalité de tous les jours, surtout dans la politique, Aryeh Deri sait très bien ce qui se passe, d'autant plus qu'une grande partie de son électorat sont des gens qui vont à l'armée, qui s'engagent. Donc il comprend ce qui se passe et que cette loi
c'est le minimum qu'il peut obtenir, c'est le maximum que lui peut obtenir, qui est très mal vu d'une très grande partie de la société israélienne quand même, mais c'est le maximum qu'il puisse obtenir. Mais ça serait quand même, d'après vous, quand même, Peggy, une grande surprise s'il décidait d'aller à l'encontre de l'avis. Ça serait un tremblement de terre. Ça serait littéralement un tremblement de terre. Ça serait enfin aboutir, 45 ans après, après la création de ce parti de chasse, une position indépendante par rapport aux ultra-orthodoxes ashkénazes. C'est un véritable tremblement de terre. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que ça ne passera pas. Je pense qu'Ariel Derry, qui est très, très, très capable de finesse dans les circonvolutions de la politique, pourra obtenir finalement des situations, des solutions qui résoudront peut-être le problème. Et puis il est très proche aussi, il faut dire qu'il est très proche aussi de Benjamin Netanyahou. Ah oui, oui, il est très très proche, ils sont très proches l'un de l'autre. Alors la question qui se pose, une question intéressante, c'est est-ce que dans les rangs de l'ultra-orthodoxie ashkénaze, quelqu'un sait que les représentants des partis de l'opposition ont promis quelque chose si eux sont élus et forment le prochain gouvernement après les élections. Parce que c'est ça qui changerait complètement la donne. Pour le moment, franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas ça arriver. Ça me paraîtrait vraiment incroyable. Je pense surtout que ça va être une espèce de remaniement que Ariel Derry va réussir à concocter avec le soutien de Netanyahou, bien sûr, qui a besoin de ça, pour finalement calmer les esprits d'une manière ou d'une autre, sans perdre la face, et admettre que ce projet de loi ne peut pas passer maintenant. Ouais. Je voudrais revenir, Peggy, aux déclarations du Rav Lando qui affirme que le bloc de droite n'existe plus. Est-ce que, d'après vous, c'est vraiment des déclarations historiques dans les relations entre les orthodoxes et le Likoud? Non, la droite en Israël prend de plus en plus de positions et de force. Je veux dire, et d'ailleurs, c'est un phénomène qui existe dans le monde entier. Je veux dire, tout le monde passe plus ou moins à droite. Il y a une différence entre droite et extrême droite, bien sûr. Même les représentants des partis de l'opposition ne parlent pas en termes de gauche, vraiment gauche socialiste, gauche économique, l'ancienne gauche comme nous l'avons connue. C'est tout à fait autre chose. C'est sur le plan politique. C'est donc autre chose. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'avec tout le respect qui lui est dû, le rabbin Lando ne comprend pas l'enjeu de ce qui se passe en ce moment dans la société israélienne. Dire que ce bloc n'existe plus, ça veut dire que quoi? Que l'accord historique avec le Likoud n'existe plus? Ça m'étonnerait beaucoup, 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 vraiment, en 42 ans de carrière journalistique, que les partis de l'opposition lui propose quelque chose de meilleur, de plus attirant. Ça me paraît pratiquement impossible. Moi, je pense vraiment pour la solution, je veux dire que finalement, Ariel Derry, qui en est tout à fait capable, il l'a prouvé à plusieurs reprises au cours des années, de longues années de sa vie dans la politique, il trouvera une solution pour, d'une manière ou d'une autre, conduire les choses et ça arrivera. Trouver un compromis. Le bloc de droite n'existe plus. Bon, c'est une grande déclaration fracassante, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Le bloc de gauche avec les ultra-orthodoxes? Non, franchement. Pour terminer, une question plus générale. Vous avez déjà parlé un peu de ce sujet. Beaucoup d'Israéliens ont le sentiment, après le 7 octobre, que la société israélienne accepte de moins en moins les exemptions militaires. Les dirigeants orthodoxes ont-ils conscience de cette évolution de l'opinion publique? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce sentiment qui existe de plus en plus dans la société israélienne? Absolument. Les déclarations du chef de l'état-major sont claires et nettes et précises. On ne peut pas ne pas les comprendre. Tout le monde est d'accord que effectivement il y a quelque chose qui a changé de fondamental. Et je répète encore une fois, et je le dis avec tout le respect qui lui est dû, je ne suis pas sûre que le Rav Lando comprend l'enjeu de la situation actuelle dans ce domaine-là. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que... Maintenant, cela dit, je me permettrai d'ajouter une petite remarque. Engager à bras raccourcis tous les ultra-orthodoxes en âge de circonscription sans vérifier quelles sont leurs connaissances, quelle est leur profonde compréhension de ce que c'est qu'une société, une société démocratique dans laquelle il y a des lois, et les laisser devenir des soldats qui auront des armes en main et qui peut-être ne sauront pas toujours comment faire face à des situations très, très problématiques, je ne suis pas tranquille.
Ça reste donc une question qui fera sans doute aussi, sera au centre des prochaines élections, qu'elles aient lieu début septembre ou fin octobre. Plus ou moins, c'est ce qui se dessine, plus ou moins, pour, avec cette crise qui existe, qui risque d'être, en tout cas, comme vous l'avez dit, réglée par Aryeh Deri. En tout cas, les élections auront lieu soit début septembre, soit fin octobre. Vous savez, Olivier, en Israël, 3 mois ou 4 mois, c'est l'éternité. Ouais, c'est beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Peggy, pour ces explications. Et à très bientôt sur Studio Kalita. Ce terrorisme du mensonge doit cesser. Les gens ont soif de vérité. Quand l'heure sera venue, tout deviendra évident. Les paroles du tout nouveau film du maestro Steven Spielberg à paraître le 12 juin prochain, Disclosure Day, qui pourrait se traduire par le jour de la révélation en français, résonnent d'un éclat particulier en ces temps dominés par la désinformation, les mensonges politiques et la manipulation médiatique. Le film explore la réaction de l'humanité après que la preuve de l'existence des extraterrestres a été révélée au monde entier. À la réalisation, Steven Spielberg, au scénario David Koepp, qui a travaillé sur Jurassic Park et La Guerre des mondes. L'intrigue restée largement secrète met en scène Josh O'Connor dans le rôle d'un expert en cybersécurité et Emily Blunt en météorologue. Les deux protagonistes partagent une connexion mystérieuse face à des vérités dissimulées par des officiels. Un demi-siècle plus tard, j'ai réalisé Disclosure Day avec la certitude bien plus forte qu'il y a davantage de vérité que de fiction dans ce film, a déclaré Steven Spielberg à la mi-avril au CinemaCon de Las Vegas, salon des professionnels du cinéma où les studios dévoilent leur prochaine sortie aux exploitants de salles. Steven, en nous emportant encore une fois dans sa quête de l'invisible, nous confronte poétiquement avec notre réalité brutale. Depuis 50 ans, le génie de ces films nous accompagne, nous suggérant avec subtilité et brio de dépasser nos certitudes pour aller au-delà de ce qui nous est présenté comme vérité établie. Si les extraterrestres sont le terrain de jeu favori du cinéaste, c'est parce qu'ils permettent de projeter en toute liberté fantasmes et cauchemars humains. Le doute infini sur leur existence incarne quant à lui la possible et nécessaire remise en question, petit caillou dans la chaussure de notre orgueilleux sentiment de supériorité. Penser out of the box, michutz la kufsa, selon l'expression israélienne, n'est-ce pas ce talent juif si particulier, apte à transformer la pensée et le monde? Steven Spielberg est né le 18 décembre 1946 à Cincinnati dans une famille juive d'origine ukrainienne et a été victime d'antisémitisme dans son enfance, ce qui l'a longtemps complexé. Peut-être a-t-il eu l'impression d'être un ovni dans l'environnement américain non juif et profondément hostile aux différences. Cette perception d'être étranger au monde et donc étrange, ne serait-ce pas l'un des secrets de Steven Spielberg, virtuose dans l'art de donner parole à ceux que l'on n'entend pas, mais dont la présence peut cependant radicalement transformer le monde. Dans son nouveau film, Steven Spielberg semble vouloir aller plus loin que la simple évocation d'une existence extraterrestre inconnue à l'homme. Non, il souhaite cette fois explorer la réaction des hommes quand ils apprendront la vérité, une vérité tout autre que celle imaginée jusque-là. Alors qu'Israël tente de faire la lumière sur la manipulation des régimes terroristes totalitaires, manipulation exercée sur leur propre population et sur l'opinion internationale, molle, lâche et déliquescente, je conserve l'espoir que la vérité finira par remporter la victoire. Elle montre sa tête ingénue et candide de plus en plus souvent. Le problème, c'est que les hommes détournent leur regard. Pourtant, il arrivera le moment où le déni ne fonctionnera plus. Et comme dans le film de Spielberg, le monde devra voir la vérité en face. Et Israël en fera largement partie. Et bien évidemment, la presse israélienne de ce matin évoque largement la crise politique autour de la loi de conscription
Et le Yediot Ahronot parle des premiers véritables signes de rupture entre Benjamin Netanyahou et les partis orthodoxes. Après des mois de tension autour de cette loi, les lois sur l'exemption militaire des étudiants des yeshivot, le Rav Dov Lando affirme désormais que les orthodoxes n'ont plus confiance dans le Premier ministre et que le bloc de droite n'existe plus. Mais selon le journal, Netanyahou refuse surtout cette loi par crainte d'un coup électoral en pleine guerre. L'article explique aussi qu'en réalité, ni les orthodoxes ni Netanyahou ne semblent vouloir des élections immédiates, mais plutôt un scrutin anticipé à l'automne. Et le Yediot Ahronot revient aussi sur l'influence des rabbins des partis orthodoxes sur la politique israélienne. Et Rav Betito dans le Yediot explique qu'aucune manifestation, aucune commission d'enquête ou aucune crise sécuritaire n'a réussi à faire. Un seul rabbin y est parvenu, menacer la stabilité du gouvernement israélien. La journaliste accuse donc le Rav Dov Lando d'imposer son autorité à l'État tout en refusant les règles communes, notamment sur la question de la conscription des étudiants des yeshivot. Elle estime surtout que cette crise révèle une fracture profonde dans la société israélienne autour du partage du fardeau militaire et du poids politique des partis orthodoxes en pleine guerre. Et pour la plupart des commentateurs politiques, il est clair que la clé de la crise politique se trouve désormais entre les mains du Shas d'Aryeh Deri. Selon Yediot et le Israel Hayom, Benjamin Netanyahou veut absolument terminer son mandat. Il devrait donc exercer une forte pression sur son allié orthodoxe pour éviter une dissolution rapide de la Knesset. L'article révèle aussi que plusieurs dates d'élection sont déjà évoquées en coulisses, notamment début ou mi-septembre, période que le Shas considère favorable électoralement. Mais en arrière-plan, certains responsables politiques pensent aussi qu'une nouvelle opération militaire pourrait encore repousser la crise politique et renforcer Netanyahou avant un éventuel scrutin. Et dans l'Israël Hayom, Amit Sekal affirme que la prochaine campagne électorale pourrait tourner autour d'une seule question. Avec qui les Israéliens préfèrent-ils gouverner ? Et la réponse, les partis orthodoxes ou les partis arabes. Selon un sondage publié par le Israel Hayom, une grande partie du public israélien rejette les deux options et préfère même retourner une nouvelle fois aux élections plutôt que de voir une coalition dépendre du Shas ou des partis orthodoxes ashkénazes, ou soit de Mansour Abbas ou de Ahmed Tibi. Le journaliste donc explique que Netanyahou cherchera à convaincre donc les électeurs que Bennett et Eisenkot ne peuvent gouverner sans les partis arabes, mais inversement, l'opposition pourrait attaquer Netanyahou sur sa dépendance totale aux partis orthodoxes. Enfin, Amit Segal estime que ce rejet grandissant des alliances traditionnelles pourrait ouvrir un espace politique pour un nouveau parti centriste. Et justement, concernant l'opposition, Naftali Bennett a officiellement lancé sa nouvelle formation politique Beyachad avec une attaque contre Benjamin Netanyahou. Et c'est la chaîne E24 News en hébreu qui explique que l'ancien Premier ministre accuse Netanyahou et sa machine à poison de s'en prendre à tous ceux qui menacent son pouvoir. Bennett affirme également vouloir provoquer un bouleversement historique comparable à celui de 1977 après la guerre de Kippour. Selon lui, après les échecs du 7 octobre, le gouvernement actuel doit être remplacé. Et l'ancien chef du gouvernement estime enfin que la dissolution anticipée de la Knesset serait la seule bonne chose réalisée par l'actuelle coalition. Au chapitre sécuritaire à présent, la chaîne E24 News en hébreu nous révèle les détails d'une opération importante de Tsahal au sud Liban. Il y a des soldats de la brigade Golani qui ont réussi à traverser le fleuve Litani et atteindre l'une des positions les plus profondes jamais atteintes jusqu'à présent par l'armée israélienne. Et selon le reportage de la chaîne, les forces israéliennes ont affronté des terroristes du Hezbollah sortis des tunnels souterrains. Plusieurs terroristes ont été éliminés lors des combats rapprochés. Tzahal affirme également avoir découvert des infrastructures souterraines, des dépôts d'armes et des positions utilisées par le Hezbollah. Enfin, l'armée israélienne indique que depuis le début du cessez-le-feu, plus de 1100 cibles du Hezbollah ont été frappées au sud Liban.
Et l'Israël Hayom révèle aussi que le Liban tente d'obtenir un cessez-le-feu avant l'ouverture des négociations prévues ce jeudi avec Israël à Washington. Selon le journal, le président libanais Joseph Aoun aurait transmis un message aux Américains affirmant qu'une poursuite des frappes israéliennes compliquerait fortement les discussions. Mais en parallèle, les tensions semblent grandir entre le pouvoir libanais et le Hezbollah. Des sources proches de l'organisation affirment qu'il existe actuellement une rupture de communication entre le président libanais et la direction de l'organisation terroriste. Enfin, selon les proches du Hezbollah, Israël chercherait à accentuer la pression militaire avant les discussions afin d'obtenir davantage de concessions de Beyrouth. Dans le Yediot de ce matin, Gad Lior révèle que le ministère israélien des Finances prépare un vaste plan économique pour les années 2027 à 2032. Et parmi les mesures envisagées, la suppression de certaines exonérations fiscales, la fin de l'exemption de la TVA à Eilat, une TVA sur les fruits et légumes et aussi un relèvement progressif de l'âge du départ à la retraite jusqu'à 70 ans. Le journal explique également que le ministère réfléchit à une baisse des cotisations retraite afin d'augmenter le revenu disponible des salariés israéliens. En parallèle, le Trésor souhaite aussi réduire le nombre de ministères, diminuer certaines dépenses de coalition et revoir à la baisse le budget de la défense après force hausse liée à la guerre. Et nous terminons avec toute la presse israélienne qui, ce matin, revient sur la qualification de Noam Betan pour la finale de l'Eurovision à Vienne, avec toute la presse qui souligne surtout la capacité du représentant israélien à rester concentré malgré les huées et les slogans anti-israéliens et plusieurs perturbations dans la salle pendant sa prestation. Selon le Israël Hayom, la performance de Noam Betan a impressionné aussi bien le public que les jurys grâce à une prestation vocale très maîtrisée et une mise en scène particulièrement spectaculaire. Après sa qualification, le chanteur a remercié tout le peuple d'Israël et les Juifs du monde entier, expliquant avoir puisé sa force dans les encouragements des supporters israéliens présents dans la salle. Alors, qu'est-ce que vous faites dimanche 17 mai à 19h si vous n'avez pas de programme? Moi, je vous en donne un. Puisqu'il y aura le round de l'actualité, c'est organisé et produit par AZ Prod et Avraham Azoulay avec notre ami Daniel Haïk et le journaliste aussi, un autre journaliste, Dror Even Sapir. Pour en parler, nous sommes en studio avec notre ami Avraham Azoulay. Avraham, bonjour. Merci. Bonjour Olivier. Beaucoup d'être avec nous. Avec un petit mot quand même, on ne peut pas éviter cette actualité brûlante avec cette visiblement nouvelle crise politique a commencé avec ces déclarations du Rav Lando, parti orthodoxe, qui menace de faire tomber la coalition, le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Vous êtes un expert de la politique israélienne, Avraham. Est-ce que vous pouvez imaginer comment ça va se terminer ? On peut se tutoyer d'ailleurs, parce que ça sera plus simple. Ok. En fait, j'ai appelé le Rav Lando et je lui ai dit, écoute, dimanche soir, on a une grande soirée. Voilà. J'ai 2 journalistes, c'est les meilleurs. Et pourtant, ils pensent vraiment complètement différents. Ils sont sur la carte politique, un plutôt vers le centre ou la droite, la gauche, et l'autre est complètement plus à droite, on va dire. Et il m'a dit, écoute, je vais t'aider, je vais sortir une crise politique et au moins tu auras un sujet. Ouais, donc et là, en plus, par rapport à cette crise politique, on a, tu ne l'as pas cité encore, mais on a Dani Louz, quand même, qui est Raver Knesset, qui est député. Non, mais juste quand même, avant de parler de la soirée, qui est très belle et qui s'annonce très bien. Non, c'est sûr qu'on va parler politique, si c'est la réponse. Est-ce que tu penses que ces menaces sont des menaces qui n'aboutiront pas et qu'on va trouver un compromis, ou est-ce que vraiment les partis orthodoxes vont cette fois-ci aller jusqu'au bout ? J'ai appris avec le temps et en vivant en Israël, et comme vous tous, à ne pas trop m'émouvoir de chaque événement et de chaque crise. Sinon, on fait des montagnes russes toute la journée et on n'a qu'un cœur, il faut le préserver. Donc, à mon avis, c'est toujours cette pierre qu'on jette et qu'on espère qu'elle va faire mal et faire du bruit. Et finalement, la menace fait que, allez, venez, on s'arrange.
je pense que... On trouvera un compromis. Oui, notre Premier ministre sait y faire avec ce genre de crise. Voilà, notre Premier ministre, et puis aussi Ariel Derry, qui semble être dans cette histoire être la clé de la solution. En tout cas, on va suivre ça de très près. Et en tout cas, ce qui est intéressant, et tu me le disais, Ronsen, c'est que tous ces sujets, tous les petits films que tu fais régulièrement sur les réseaux sociaux font beaucoup réagir. Énormément. Il faut voir les réactions de petits films qui parlent de notre quotidien. En fait, je me suis rendu compte que notre quotidien intéresse énormément, pas qu'en Israël, surtout en dehors d'Israël. Autant les gens qui nous aiment parce qu'ils voient notre quotidien, tout le monde s'imagine qu'on est tout le temps en guerre, qu'on est tout le temps en tension. C'est pas vrai, on a un quotidien sympathique, on est des fois au soleil, des fois au café, on parle, on vit. On a un quotidien, on va dire, presque normal. Et les gens aiment beaucoup voir ce qui se passe. Je suis un peu comme toi, j'aime me balader dans le pays et parler du pays et parler de l'ambiance. Mais le phénomène encore plus important, ce sont les gens qui ne nous aiment pas et qui nous détestent. Mais par contre, ce qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment d'argument à part t'insulter, te traiter de tout, te souhaiter toutes les maladies de la terre. J'en ai appris plein au niveau médecine parce que je ne connaissais pas toutes ces maladies, mais ils ont tellement la haine, mais ils n'ont jamais d'argument. Alors que ceux qui te font des bénédictions et des brachot, finalement, ont des arguments de gens qui veulent construire. Et c'est la tendance générale du peuple juif. Et la deuxième surprise, c'est qu'il y a plein de non-juifs qui nous aiment et qui nous supportent. Et ça, c'est très clair. J'ai vu le nombre de gens qui me suivent. La moitié, ils s'appellent Dupont et Durand, et pas que Benichou et Ben Loulou. Alors, c'est autour de ça, justement, du fait que les Israéliens et les francophones israéliens ont justement besoin de réagir, d'avoir des informations sur cette actualité brûlante, de faire peut-être aussi une sorte de pause et d'avoir un autre angle de ce qui se passe que tu organises donc ce dimanche 17 mai à 19h au centre Begin à Jérusalem, ce qui s'appelle le round de l'actualité avec donc Daniel Haïk et Dror Even Sapir. Alors, pourquoi cette rencontre ? Il y a deux raisons essentielles. Une, c'est mieux comprendre l'actualité. Daniel et Dror sont quand même des journalistes d'expérience. Ils savent ce qu'ils disent. C'est pas non plus des hystériques. Tout est pesé, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes idées. Chaque point de vue est intéressant à prendre. Et ils savent parler autant de Trump que de Trump. Donc ça va, ils connaissent le sujet. Bref, ils vont parler sécurité, ils vont parler politique, ils vont parler social. Israélienne. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, pour justement parler aussi de ces sujets, mais là, il sera l'invité, il sera justement face à ces deux journalistes, et c'est le député Danny Louz du Likoud, qui, il faut dire, aussi une position particulière, surtout autour de la loi sur la conscription. On va dire que c'est un député qui ose des fois sortir un peu des rangs tout en restant dans les rangs. Il ose dire son avis. Et là, on va l'interroger. Ça tombe bien. Tu parlais de crise politique. Alors lui va tout nous dire. Il est très proche de Netanyahou et du Likoud. Donc, il saura nous répondre. Il a quand même une position très déterminée. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, sur cette loi. Il est contre cette loi qui risque de... Enfin, il nous le dira. On verra. Je ne sais pas. Il faut venir pour le savoir. Ça sera intéressant et ça risque de faire... Et il sera interrogé par Dror et Daniel. C'est ça le côté sympathique. Et puis un côté aussi, on va dire, émotion, avec une invitée qui aussi a été invitée ici sur Studio Kelita et qui a raconté son histoire, très très belle histoire. De Johanna. Ouais. Ah oui. Comment à 25 ans, une jeune femme, peut-être veuve avec 2 enfants, et quand même sourire, remonter et surtout nous renforcer. C'est impressionnant. Et il y aura une surprise sur le plateau quand elle va parler, vous allez voir. Très bien, donc tout ça, c'est le dimanche 17 mai. On a besoin de ce genre de rencontre.
Ben pour partager, on va se voir autour d'un apéritif. Ah, D'ailleurs, il y aura une gentille collation qui est de Daniel D, qui supporte aussi les événements, et c'est toujours agréable. Et on prendra bien une petite anisette. Si tu viens, j'ai du phénix et du whisky. Alors, tu m'as dit. Je t'ai convaincu. Ouais, tu m'as convaincu, là, avec ça, c'est sûr. Donc, il est temps encore de réserver. Il faut réserver, de toutes les manières. Oui, il vaut mieux réserver pour avoir sa place. Voilà, 17 mai au Centre Begin à partir de 19h, une rencontre donc avec les journalistes. Et puis, il y a d'autres choses qui sont prévues. On peut déjà en parler rapidement. Tu parles des croisières, tu parles des événements. Des événements. Ah oui, oui, notre ami Olivier Gage, bien sûr. Gage, ouais, il vient voilà. en Israël, finalement. Il vient fin juin et il vient à Jérusalem. Le centre Chantal Carré. Voilà, toi, Et tu connais à Tel bien le nom. Aviv. À Tel Aviv, il est au Zoa. Bon, celui qui veut des Très bien. contacts et pour avoir exactement les détails, qui me contacte avec plaisir. Très bien. Donc, pour le moment, le premier rendez-vous, ce sera C'est dimanche soir. Dimanche à 19h. C'est le pot de l'amitié et de l'actualité. Et avec donc notre ami, nos deux amis, Daniel Haïk et Dror Even Sapir, et bien sûr aussi le député Dani Louz, tout ça pour cette rencontre sur l'actualité avec aussi beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. Merci à toi, Olivier. Abraham, Merci, c'est toujours un Kalita. plaisir de te recevoir ici. Toda. À bientôt. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'ampleur des violences sexuelles. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là tout l'enjeu du rapport, c'est bien de démontrer que les violences sexuelles qui ont été commises ne relèvent pas d'actes isolés. Ce qui est mis en exergue, et c'est extrêmement important, c'est qu'il s'agissait véritablement d'une stratégie de guerre. Nous n'avons pas des actes qui ont été commis dans un élan de colère ou en étant hors de contrôle d'un terroriste. Non, nous parlons de violences sexuelles systématisées qui ont été intégrées dans la planification du 7 octobre. Et c'est ça qui est très important de comprendre. Et pourquoi justement le fait qu'on parle de ces violences sexuelles systématiques et utilisées comme arme de guerre, pourquoi cette notion est-elle importante au point de vue juridique ? Parce que cela va nécessairement impliquer d'autres types de qualifications. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en droit international pénal, un crime contre l'humanité se définit comme une attaque lancée contre des civils avec des exactions qui sont commises en connaissance de ce plan concerté. Et donc finalement, lorsqu'on comprend que les viols ont été planifiés, méthodiquement organisés et qu'une intégralité de viols ont été commis... Ah, excusez-moi, on a une école à côté de l'Ulpan. C'est pas grave, on vous entend bien. Vous Ça ne nous m'entendez dérange très pas. bien, super. Voilà. Et donc, à compter du moment où ces viols ont été commis en exécution de ce plan concerté, cela relève d'un crime contre l'humanité. Outre les qualifications plus classiques de crime de guerre, et ce que ce rapport soulève également, c'est qu'il y a la possibilité d'envisager la qualification de génocide par le biais de l'emploi de ces violences sexuelles. Est-ce que, à la lecture de ce rapport, il y a eu d'autres rapports qui ont été publiés ces dernières années, depuis en tout cas le 7 octobre, de 3 ou 4 rapports en tout cas très importants qui ont été publiés. Est-ce qu'il y a des nouveaux éléments, à part le fait que c'était d'une façon systématique, est-ce qu'il y a de nouveaux éléments, de nouvelles choses que vous avez appris par rapport à ça ? Il y a effectivement de nouveaux éléments qui ont été mis en exergue. Alors, vous avez raison de le souligner, le caractère systématique des violences sexuelles, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est même quelque chose qui a été reconnu par la Cour pénale internationale elle-même, puisque dans le mandat d'arrêt qui était initialement lancé contre Mohamed Deif, il était retenu le crime de guerre et le crime contre l'humanité réalisé par le biais de crimes sexuels. Donc, c'est-à-dire, il y avait eu la reconnaissance d'un plan concerté avec une systématisation des violences sexuelles qui était imputable directement au haut de la chaîne de commandement. Mais finalement, moi, ce qui m'a le plus marqué, et c'est quelque chose qui me semble être nouveau, c'est l'ampleur des violences sexuelles commises contre les otages durant leur captivité, parce que c'était encore un sujet un peu délicat, bien qu'on avait commencé à en parler, mais c'est aussi, par exemple, la réalisation de violences sexuelles commises d'une victime sur une autre. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ouais. Et, en tout cas, une partie de l'opinion internationale, et on a vu ça aussi beaucoup à l'ONU, a mis du temps et jusqu'à aujourd'hui a du mal à reconnaître ces crimes. Comment vous expliquez ce silence ou ces hésitations ? Il y a un paradoxe, c'est qu'au niveau des Nations Unies, en tant qu'institution, la réalité de ces violences sexuelles, elles ont été reconnues puisqu'il y a un rapport qui avait été publié en 2024 qui reconnaissait l'ampleur des violences sexuelles commises le 7 octobre, mais
également durant la captivité des otages. Mais nous avons eu des rapporteurs onusiens, en premier lieu Francesca Albanese, bien évidemment, mais aussi le rapporteur Al-Salem, qui est pourtant une rapporteuse spéciale sur la protection des femmes et des filles, ce qui est d'autant plus dérangeant. Vous avez 2 rapporteuses spéciales de premier plan qui ont nié les viols du 7 octobre, mais qui l'ont nié frontalement. Et donc finalement, il y a ce paradoxe-là, vous avez une reconnaissance onusienne des viols du 7 octobre et ceux qui ont suivi, mais pour autant, vous avez des rapporteurs onusiens qui décident d'être dans une position complètement négationniste, et cela démontre juste que ces rapporteurs ne font pas du droit, qu'elles n'honorent pas la profession qui leur incombe, alors que c'est un mandat qui est très important, mais font du pur militantisme anti-israélien au point de s'en prendre à des femmes, à des hommes qui ont vécu parmi les pires exactions possibles dans un théâtre de guerre ce jour-là et ensuite. Est-ce que vous pensez que ce rapport va justement faire changer la vie de ces rapporteuses par rapport justement à ce qui a été déclaré précédemment sur ces violences sexuelles? Malheureusement, je ne le pense pas, puisque les rapports existent déjà. Vous avez le mandat de la Cour pénale internationale, vous avez le rapport onusien, qu'on ne peut pas accuser d'être pro-israélien, parce que c'est notamment ce qui avait été argué contre un autre rapport qui avait été fait cet été. Oui, mais c'est un rapport israélien. En revanche, et c'est sans doute le plus important, ce rapport, il est fait pour être utilisé par la justice. C'est-à-dire qu'on est un peu plus de 300 pages, c'est extrêmement détaillé, il y a des milliers d'entretiens, des milliers de photos et de vidéos. L'idée, c'est aussi de pouvoir fournir ce matériel à la justice pour qu'elle puisse en faire quelque chose. Oui. Et comme je vous l'expliquais, dans la mesure où la Cour pénale internationale avait déjà retenu la question des violences sexuelles systématisées contre les civils israéliens, c'est leur donner du nouveau matériel et peut-être éventuellement que de nouveaux mandats d'arrêt seront émis contre des dirigeants du Hamas sur ce chef-là. C'est-à-dire qu'il est possible qu'après la publication et la lecture de ce rapport par les autorités juridiques, il y ait une nouvelle procédure qui soit entamée? Au niveau de la Cour pénale internationale, il y avait initialement 3 mandats d'arrêt qui avaient été émis contre des dirigeants du Hamas, dont Mohamed Deif. Ces personnes ont été tuées lors de la guerre à Gaza et actuellement, vous n'avez plus aucun mandat d'arrêt visant des dirigeants du Hamas, qui est extrêmement problématique. Donc peut-être que cela pourra relancer de nouveaux mandats d'arrêt, mais ces matériaux pourraient aussi être utilisés par des juridictions nationales parce que, par exemple, en France, vous avez une information judiciaire qui est ouverte pour les attaques terroristes du 7 octobre dans la mesure où vous avez eu de nombreux franco-israéliens qui ont été touchés ou dont les proches ont été touchés, donnant compétence à la France. Donc peut-être que ça pourrait être aussi un matériel utilisé par les juridictions nationales qui sont saisies de ces faits-là. Mais c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas comprendre le 7 octobre sans comprendre les violences sexuelles. Vous savez, dans tout théâtre de guerre, il y a des violences sexuelles. C'est malheureusement une donnée qui est bien trop connue des spécialistes des conflits armés. Mais les viols en temps de guerre veulent dire quelque chose. Vous prenez par exemple dans le cas du génocide des Tutsis au Rwanda, le viol est un outil génocidaire. Ce n'était pas la même logique lorsque les viols ont été utilisés de manière massive en Syrie. Donc il faut étudier les violences sexuelles parce qu'elles disent quelque chose. Et ce qui est extrêmement important dans ce rapport, c'est qu'on explique comment ces violences sexuelles ont été réalisées. Notamment, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous avez eu des viols collectifs, vous avez eu des viols dont on a imposé la vue aux proches des victimes. C'est revenu extrêmement souvent et c'est très dur à regarder. Des hommes qui ont été forcés de regarder leurs copines se faire violer devant eux avant de se faire tuer. Ou vous avez aussi le cas de mutilation de cadavres à caractère sexuel, des profanations de cadavres. On voit bien qu'il y a eu un acharnement sur le corps des femmes, aussi sur les hommes, parce qu'il ne faut pas les oublier, qui sont aussi des victimes. Mais on est majoritairement sur des femmes. On s'est acharné sur ces femmes. On ne les a pas tuées comme les hommes. Et cela démontre bien quelque chose, parce qu'on sait très bien que les femmes dans le judaïsme ont une place qui est absolument centrale, c'est le cœur du tissu social, et donc le fait de vouloir s'en prendre comme ça publiquement, que les viols soient vus, cela démontre quelque chose dans la logique du 7 octobre, et cela met bien à mal toute la thèse dont on sait de toute façon qu'elle était complètement infondée, mais d'un acte de résistance du Hamas qui aurait finalement mal tourné à cause des abus des uns et des autres. Non, le fait de s'en prendre aux femmes et aux hommes de cette manière était planifié, c'était un outil dans la stratégie du 7 octobre. Pour terminer, Sarah, au-delà de la dimension politique et juridique, quelle est la signification à vos yeux de ce combat ? C'est simplement faire justice à ces femmes dont malheureusement il ne reste des fois que des cendres. Il y a un excellent documentaire qui avait été sorti qui s'appelait Scream Before Silence.
Et finalement, ces femmes ont été réduites au silence en étant tuées après avoir vécu des horreurs qu'il est très difficile de nommer. Je vais vous dire quelque chose. J'ai beau être une avocate spécialisée de ce genre de dossier. La lecture de ce rapport a été extrêmement difficile. Et pourtant, on n'a pas les images. Mais la lecture est extrêmement compliquée. Donc, c'est aussi faire justice à ces femmes, à ces hommes, à ces victimes qui ont été réduits au silence, qui ne sont plus là pour témoigner. Et c'est surtout, même pour la postérité, pouvoir dresser le portrait le plus juste de ce qui s'est passé et que ces femmes, que ces hommes ne tombent pas dans l'oubli. Et c'est ça le plus important. C'est un combat pour la justice. Très bien, combat pour la justice, donc avec cette publication très dure de ce rapport très dur sur les violences sexuelles qui ont été commises après le 7 octobre et pendant le 7 octobre aussi. Merci en tout cas, Sarah, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalissa. Bonne journée à vous. Il y a un excellent documentaire qui avait été sorti qui s'appelait Scream Before Silence. Et finalement, ces femmes ont été réduites au silence en étant tuées après avoir vécu des horreurs qu'il est très difficile de nommer. Je vais vous dire quelque chose. J'ai beau être une avocate spécialisée de ce genre de dossier. La lecture de ce rapport a été extrêmement difficile. Et pourtant, on n'a pas les images. Mais la lecture est extrêmement compliquée. Donc, c'est aussi faire justice à ces femmes, à ces hommes, à ces victimes qui ont été réduits au silence, qui ne sont plus là pour témoigner. Et c'est surtout, même pour la postérité, pouvoir dresser le portrait le plus juste de ce qui s'est passé et que ces femmes, que ces hommes ne tombent pas dans l'oubli. Et c'est ça le plus important. C'est un combat pour la justice. Très bien, combat pour la justice, donc avec cette publication très dure de ce rapport très dur sur les violences sexuelles qui ont été commises après le 7 octobre et pendant le 7 octobre aussi. Merci en tout cas, Sarah, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalissa. Bonne journée à vous.